Un zoom aujourd'hui sur la lutte d'influence en Afrique entre d'un côté la Chine et de l'autre les États-Unis. Pour en parler, je reçois Clément Nguyen. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de me recevoir. Clément Nguyen, vous êtes diplômé en politique de défense et sécurité de l'université Montpellier 3. Vous êtes actuellement analyste en stratégie internationale et donc vous publiez cet ouvrage, Le Dragon et l'Aigle, édité chez Bernard Giovanangeli, un livre un petit peu paradoxal et ce dès le début, Clément Nguyen. Votre sous-titre, Lutte d'influence en Afrique subsaharienne, et pourtant vous écrivez, je vous cite, « L'Afrique n'a pas lieu d'être un théâtre de la compétition stratégique sino-américaine car les deux puissances n'y possèdent aucun intérêt vitaux ». C'est le paradoxe. Pour les États-Unis, les intérêts vitaux, évidemment l'hémisphère ouest, avec l'Amérique latine, l'Europe, et l'Asie-Pacifique et l'Asie du Sud-Est. Et l'Afrique a toujours été le parent pauvre des études stratégiques américaines. Un rapport du Pentagone de 1995 mentionnait que, justement, les États-Unis, il n'y avait aucun intérêt stratégique. Pour la Chine, c'est un théâtre de levier d'influence. Donc elle cherche à évincer Taïwan, elle cherche à sécuriser des votes dans les forums régionaux et à l'Assemblée générale de l'ONU. 54 pays maintenant en Afrique, ça compte dans les votes. Quand il s'agit essentiellement pour critiquer les droits de l'homme en Chine, on voit que les pays africains sont plus réticents à voter contre la Chine. Et du coup, oui, ce théâtre semble secondaire. Et pourtant, une compétition souterraine s'y joue de plus en plus ces dernières années. Et depuis quand d'ailleurs cette lutte d'influence a commencé à s'inscrire en Afrique ? Elle a commencé à s'amorcer lorsque la Chine est devenue le premier partenaire économique étatique du continent, donc en 2009. Essentiellement après la crise économique mondiale. Donc les États-Unis se sont retirés petit à petit, ils étaient très présents dans le secteur des hydrocarbures et des minerais. Ils se sont retirés petit à petit et la Chine a gagné progressivement des parts de marché et a capitalisé sur son engagement qui date au moins à l'an 2000. Alors, vous listez les trois principales choses que Pékin et Washington attendent de l'Afrique. Quelles sont-elles ? Un accès privilégié aux matières premières, donc essentiellement hydrocarbures, minerais, soutien dans les forums diplomatiques régionaux, soutien dans les arènes internationales. C'est essentiellement ça, c'est une question de levier d'influence et de diplomatie. Et une question, bien sûr, d'accès économique. Évidemment, l'Afrique étant le réservoir mondial de tout ce on y trouve tout. Le sous-sol est très riche. Après, il y a la thématique des nouvelles routes de la soie, qui s'est imposée à partir de 2013 pour la Chine, où là, on a vu que la Chine a exporté ses surcapacités. Donc, toutes les entreprises de construction qui étaient en surcapacité sur le marché intérieur se sont ruées, d'abord évidemment sur la grande sphère eurasiatique, mais sont aussi très présents en Afrique, dans le secteur du rail, des routes, de la construction portuaire ou de l'hydroélectricité. Quelles ont été les prises de position, les principales prises de position ces dernières décennies, ces 2 dernières décennies des États-Unis et de la Chine dans les secteurs stratégiques africains ? Les États-Unis, essentiellement grandes compagnies pétrolières, donc majors, et opérateurs indépendants, le Golfe de Guinée. On voit dans tous les rapports américains, le Golfe de Guinée est un théâtre où on peut obtenir une diversification des approvisionnements et justement se détacher petit à petit du Golfe arabo-persique. Donc principalement du pétrole. Principalement du pétrole. Quand on regarde les chiffres du cadre commercial États-Unis-Afrique, donc l'AGOA, 90% des importations américaines sont du pétrole ou des produits pétroliers. Et concernant la Chine ? La Chine est plus diversifiée. On a des minerais, évidemment. Elle a aspiré beaucoup de minerais de la RDC à partir de 2005-2006, du fer, du ferro-manganèse, et beaucoup de pétrole. Il faut savoir qu'à partir de 1996, la Chine construit à elle seule l'industrie pétrolière du Soudan. Elle absorbe également beaucoup de pétrole du Golfe de Guinée, et le symbole de cela, c'est ce qu'on a appelé le modèle angolais, où encore jusqu'à aujourd'hui, la Chine absorbe 60% de la production pétrolière angolaise. Et ça se traduit aussi également, en tout cas pour la Chine, par l'obtention, ou en tout cas par le démarrage de grands travaux, notamment de ports en eau profonde. De ports en eau profonde, il y a ce qu'on a appelé le modèle ressources contre infrastructure. Donc la Chine achetait une certaine quantité de pétrole ou de minerais à prix fixe, et en échange construisait des routes, construisait des centrales hydroélectriques, des ports, des voies ferrées. Justement, les infrastructures de transport, c'est
le secteur polémique par excellence, car c'est sur ce secteur que les campagnes informationnelles occidentales se concentrent pour critiquer la qualité des infrastructures, le peu d'emploi de main-d'œuvre africaine et le manque de transmission de savoir-faire et de transfert technologique dans ces projets. Ces prises de position américaines et chinoises en Afrique se sont-elles toujours déroulées de manière harmonieuse ? Pas vraiment. Les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas concurrencer la Chine sur certains secteurs. Encore les infrastructures, la Chine, les entreprises chinoises, c'est 30% moins cher que la plupart des entreprises des pays de l'OCDE. Il y a eu des points chauds diplomatiques, la question du Soudan, donc la question du Darfour, la guerre du Darfour à partir de 2003-2004, et bien sûr quel comportement adopter face au régime de Robert Mugabe, donc entre 2001 et 2017, donc au Zimbabwe. Ce sont les gros dossiers subsahariens, on va dire, qui ont créé des frictions entre la Chine et les États-Unis. Donc des frictions diplomatiques, est-ce que c'est des frictions qui sont susceptibles de monter en pression et peut-être, pourquoi pas, de créer des conflits armés ? Pas directement, évidemment, mais ça peut se faire par proxy. Donc par groupe interposé, par État interposé. On peut avoir une mobilisation parfois d'une tentation sécessionniste ou une tentation fédéraliste dans certains pays, lorsque, par exemple, un pays se rapproche beaucoup trop diplomatiquement de la Chine. On observe les réseaux des agences américaines qui commencent à travailler la société civile. Et, on l'a vu en Afrique de l'Ouest, on l'a vu en Afrique de l'Est, et c'est très intéressant à suivre. En plus du pétrole, les États-Unis ont également marqué le territoire africain de leur empreinte en matière de défense et de sécurité. Quels en sont les principaux objectifs stratégiques ? Alors là, c'est le secteur par excellence sur les Américains ont un avantage comparatif énorme par rapport à la Chine. Il faut reprendre historiquement, l'armée américaine a une vision, on va dire, assez traumatique des engagements en Afrique, notamment avec la mort de 18 Rangers en octobre 1993 dans les rues de Mogadiscio. Et depuis, on est passé à une africanisation du volet sécurité en Afrique. Donc, un film qui avait été fait sur... Oui, La chute du Faucon Noir, voilà, un film hollywoodien. Le lynchage devant les caméras de CNN a été très traumatique pour l'opinion publique américaine. Je vous ai coupé, excusez-moi. Et justement, on assiste justement à une africanisation du volet sécurité, donc formation en matière d'opérations de maintien de la paix. Donc les États-Unis se refusent à engager leurs soldats dans les opérations onusiennes. Et formation en matière de contre-terrorisme. Des formations qui vont s'accélérer évidemment avec les attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam en 1998 et le 11 septembre 2001 qui lance la grande guerre contre le terrorisme à l'échelle mondiale. Donc formation des armées locales en matière antiterroriste. Antiterroriste, d'abord dans la Corne de l'Afrique. Là, le Kenya, l'Éthiopie sont bien ciblés par les lignes budgétaires américaines. Vous avez vécu quelques temps au Kenya. J'ai vécu quelques temps au Kenya. D'accord. Oui. Et justement, c'est pour circonscrire l'anarchie somalienne. Donc là, la Somalie est le premier groupe. C'est en Somalie que le premier groupe terroriste subsaharien est listé par le département d'État américain. C'est Al-Ittihad en 2001. Et après, qui va évoluer pour donner la naissance des Shebab. Donc, groupe terroriste islamiste ? Groupe terroriste islamiste dans la Corne de l'Afrique. D'accord. Donc, premier théâtre d'importance, d'autant plus qu'il fait face au Golfe Persique, il fait face au Moyen-Orient. Et c'est également pour cela que les États-Unis s'installent à Djibouti, donc à Camp-le-Monnier, l'ancienne base de la Légion étrangère française, à partir de 2003. Les États africains, pour parler d'eux, ont de leur côté mobilisé d'importantes ressources financières en provenance donc des États-Unis et de la Chine sur deux thèmes priorisés. Quels sont-ils ? Ce n'est pas vraiment les États africains qui ont mobilisé les ressources, c'est que les activités de prêt, notamment des Chinois, dans le secteur des infrastructures. D'accord. Il suffit d'avoir été sur le terrain en Afrique pour voir qu'il y a un déficit énorme en matière d'infrastructures de transport et d'électrification. Donc les Chinois se sont positionnés par leur savoir-faire domestique et par leur faible coût des entreprises sur le secteur majoritairement hydroélectricité. Donc les groupes comme Sino-Hydro, CWE ou Gejuba leur offre est incomparable par rapport aux groupes occidentaux. Et sur les infrastructures de transport, dont routes et voies ferrées, où là aussi les géants chinois ont obtenu des très grands contrats, d'abord dans la modernisation et la construction dans les réseaux nationaux, et à partir de 2010, dans la mise en place et la planification de corridors
transnationaux qui s'étirent essentiellement sur un axe est-ouest. Des déficits en matière de structure, vous nous disiez, c'est dû à quoi ce déficit ? Sur les infrastructures, oui. Les pays, il y a l'héritage évidemment colonial, donc les pays africains indépendants ont hérité des infrastructures coloniales. Le problème, c'est que les infrastructures coloniales, elles étaient essentiellement nationales, elles partaient de la périphérie des États vers le centre, et il n'y a pas eu de travaux et d'entretien depuis les années 90, sachant qu'à partir des années 80, il y a toute l'Afrique qui subit une crise de la dette. Donc le FMI s'installe et met en place les programmes d'ajustement structurel des années 80-90, et c'est 2 décennies perdues pour mobiliser le développement de ce domaine en Afrique. On avait vu d'ailleurs l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire qui venait du FMI. Est-ce que c'est vraiment justement l'Amérique qui positionne ses pions en Afrique ? Le président Ouattara est arrivé avec la bénédiction de la France et des États-Unis, mais quand il a pris en main les affaires, il a très bien compris qu'il ne peut pas faire sans la Chine. Donc la Chine, des entreprises dans les télécommunications comme Huawei ou les Sino-Hydro, dans la mise en valeur des bassins fluviaux en Côte d'Ivoire, ils ont obtenu de toute façon des contrats parce qu'on ne peut pas. La Chine est incontournable aujourd'hui pour les pays africains. Vous chiffrez le commerce des 2 puissances en Afrique. Comment se répartissent les investissements en termes sectoriels et géographiques ? C'est là où le bas blesse entre la Chine et les États-Unis. C'est que la Chine investit dans tous les pays. Évidemment, il y a des pays sur lesquels elle investit beaucoup plus. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie dans le secteur manufacturier. Elle a un stock d'investissement beaucoup plus varié, donc entre les infrastructures, la manufacture, les minerais, c'est beaucoup plus varié. Les États-Unis ciblent essentiellement des pays où ils ont la majorité de leur investissement, donc ça se répartit essentiellement entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et avec un stock où 2 tiers consisteraient des industries extractives, donc minerais et pétrole. Est-ce que ces 2 puissances, Chine et États-Unis, se répartissent les pays, ou alors est-ce qu'il y a des pays qui travaillent avec les 2 grandes puissances ? Non, il n'y a pas de répartition vraiment géographique, comme on aurait pu faire un découpage d'influence hérité de 1885 ou la conférence de Berlin. Chaque pays joue au mieux avec les acteurs qui se présentent. Donc les pays africains choisiront toujours la meilleure offre. Donc ils attendent beaucoup des États-Unis. La Chine est là. Mais il n'y aura pas de circonscription spéciale de l'influence. Alors évidemment, on parle beaucoup de la Chine et des États-Unis dans votre ouvrage, mais la France est présente, de par son histoire, très présente en Afrique. Vous estimez qu'il nous faut revoir notre vision stratégique à long terme, mais dans quel sens ? La France a une très forte visibilité, notamment dans son ancienne sphère Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Elle assure les grosses opérations militaires de stabilité. Donc on a vu Serval de janvier 2013, l'opération Barkhane après, l'opération Sangaris en République centrafricaine. Mais paradoxalement, elle perd de plus en plus de parts de marché. La Chine la concurrence maintenant directement en Afrique francophone. On a vu la visite de Xi Jinping en juillet 2018 au Sénégal. Il a été accueilli en fanfare, construction d'une arène pour la lutte sénégalaise, construction d'un musée des arts africains. Les Chinois sont aujourd'hui capables de nous concurrencer sur tous les domaines d'activité ? Ah oui, globalement. D'accord. Peut-être pas sur l'offre sécuritaire, mais là, parce qu'il y a les Américains et la Chine, petit à petit, va peut-être s'y mettre, même si elle est un peu réticente. Mais sur tous les secteurs d'activité, oui. Il n'y a pas que la Chine. D'ailleurs, il y a le Maroc, qui arrive de plus en plus dans notre zone. Il y a la Turquie, même l'Inde. Et la France, elle aussi, cherche à essayer de rééquilibrer en allant dialoguer plutôt avec l'Afrique non francophone, donc l'Afrique anglophone, essentiellement Afrique de l'Est. On a vu le voyage d'Emmanuel Macron en Éthiopie et au Kenya, ou l'Afrique lusophone. Donc là, c'est carrément le coût du travail qui est directement en cause dans la perte des marchés de la France ? Pas tant que le coût du travail. Je vous donne un exemple. Si il y a un gouvernement africain qui veut construire une grande artère routière, elle lance un appel d'offres. Il y a une entreprise, on va dire Vinci, qui se propose pour ça, et il y a 10 entreprises chinoises. D'accord. Donc déjà, dans le rapport de force, on a un pourcentage très faible de remporter le marché.
Et les Chinois arrivent à beaucoup plus mobiliser leurs structures financières, donc essentiellement les deux grandes banques gouvernementales pour les prêts que sont l'Exim Bank et la China Development Bank. Ils arrivent à mobiliser beaucoup plus rapidement le capital humain, le capital financier, et les entreprises sont déjà prêtes à commencer, quoi. Donc, et nous, dans quel sens la France doit-elle réorienter son influence alors ? La France est divisée. Est-ce qu'elle monte des coopérations tripartites avec la Chine sur certains dossiers? Donc on l'a vu avec les exemples, la construction d'un port en eau profonde au Cameroun, à Kribi, l'extension du réseau de télécommunications en Éthiopie, où ZTE s'est allié à France Télécom. Ça date un peu, mais 2008-2009. ZTE, c'est une entreprise de télécommunications chinoise qui pose des antennes relais, une entreprise d'État. Et elle hésite entre résister à la poussée chinoise ou faire des coopérations tripartites. Et là, on voit même la différence entre les grands patrons français, ou par exemple Bolloré, qui voit d'un œil un peu inquiet l'arrivée des entreprises chinoises, notamment dans les terminaux portuaires en Afrique de l'Ouest et sur le secteur ferroviaire, et d'autres entreprises comme Schneider Electric, qui voient dans l'arrivée des entreprises chinoises un moyen de monter beaucoup plus de coopération et de collaboration dans des secteurs clés. Autre peut-être facteur de plus de développement, en tout cas de réussite chinoise en Afrique, peut-être le fait que les Chinois, en tout cas les entreprises chinoises, exportent leurs travailleurs en Afrique et que la France, elle, travaille avec des locaux. Ça dépend. Là encore, il y a un mythe à dire. À chaque fois que les entreprises chinoises, elles ramènent tous leurs ouvriers. Ça dépend des pays, ça dépend des législations nationales des pays, ça dépend des clauses, des contrats. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été menées par des cabinets, même anglo-saxons, qu'on ne peut pas accuser d'être pro-chinois pour le coup. Ils disent que sur les chantiers africains, ils ont pris un échantillon de 20 pays, 80% de la main-d'œuvre est locale. Hormis ingénieurs, grands superviseurs, ça c'est chinois. Mais 80% de la main-d'œuvre est locale. En Afrique de l'Est, la main-d'œuvre que j'ai vue, moi, sur les chantiers routiers et ferroviaires, était une main-d'œuvre kenyane ou tanzanienne. Voilà. Ça, c'est plutôt bien pour les Africains que ce soit plutôt leurs travailleurs qui soient embauchés. C'est bien, mais il faut que les gouvernements africains exigent une meilleure formation et une meilleure transmission de savoir-faire pendant la durée du chantier. D'accord, donc ça c'est à l'entreprise de former C'est au gouvernement à établir un plan de développement et à être dur sur les négociations avec la Chine, parce que ce qui n'est pas écrit sur le contrat, si c'est uniquement verbal, il ne se passera rien. Les gouvernements africains prennent de plus en plus compte de cela. Et comme je l'ai dit, ça dépend aussi des pays. C'est vrai qu'en Afrique centrale, par exemple, Cameroun, République du Congo, au début, c'était essentiellement des ouvriers chinois parce que les entreprises estimaient que la main-d'œuvre locale n'était pas assez qualifiée. Ils ne voulaient pas, on va dire, perdre de temps à former. Ils voulaient accomplir le contrat de construction dans un temps réduit. Et il y a aussi le facteur électoral, dans les pays notamment où il y a des alternances. C'est que des fois, les présidents veulent accomplir un chantier très rapidement pour le montrer à leurs concitoyens au moment de la période électorale. Et si la date butoir est très courte pour la réalisation du chantier, on n'a pas le temps de former les ouvriers africains. Du coup, ils font venir majoritairement des ouvriers chinois. Alors, États-Unis, Chine, France, évidemment, il y a la Russie qui commence à travailler son commerce bilatéral avec l'Afrique. Quels sont les secteurs favorisés par la Russie, excusez-moi. Alors, la Russie, essentiellement à partir de 2015, elle a capitalisé sur sa gestion des sorties de crise et sur le volet sécuritaire, essentiellement tiré du théâtre syrien, là où elle est intervenue. Et elle multiplie les accords de coopération militaire avec la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Donc depuis 2015-2016, on compte à peu près 25 accords de coopération technique militaire signés par Moscou avec les pays africains subsahariens. L'Afrique subsaharienne est un théâtre très éloigné pour la Russie. Ce qui la concerne d'abord, c'est le Maghreb, le Machrek. Donc évidemment, il y a les clients traditionnels que sont l'Algérie et l'Égypte. Les secteurs mobilisés, on a les industries extractives, évidemment, Alrosa pour le diamant, Rusal pour la bauxite, l'aluminium. Parce qu'ils ont déjà des diamants en Russie. Oui, mais ils sont quand même présents au Zimbabwe, en Angola. Rusal, l'aluminium, est présent, ils sont très présents en Guinée. On a Norilsk également. Les entreprises de sécurité, évidemment, et la vente
et la vente de matériel militaire. Les matériels russes sont rustiques et assez solides, donc très adaptés au théâtre africain, tout comme le sont les matériels chinois. Et l'industrie nucléaire également, est-ce que Tchernobyl, c'est loin derrière? Les Africains n'ont plus, la mauvaise image de... Les Africains, notamment l'utilisation nucléaire civile pour l'électricité, il faut savoir qu'il y a 10 pays africains qui ont récemment été certifiés par l'AIEA dans ce domaine. Et évidemment, Rosatom s'est positionné pour signer des mémorandums de coopération et à terme construire des centrales nucléaires en Afrique subsaharienne, ce qu'elle fait déjà en Égypte avec la centrale d'El Daba. Et Rosatom sera sûrement en concurrence avec la Chine sur ce dossier qui, elle aussi, CGN, cherche à vendre son réacteur nucléaire à l'Afrique, notamment avec un premier contrat signé au Kenya. Donc au final, la Russie a bénéficié de son intervention au Moyen-Orient dans la lutte contre le terrorisme pour ouvrir de nouveaux marchés en Afrique. Et lorsqu'on voit les forums qui se tiennent à Moscou, Armia pour le secteur militaire ou le SPIF, le Forum économique de Saint-Pétersbourg, on voit de plus en plus d'Africains ou de présidents africains en tant qu'invités d'honneur. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, était l'invité d'honneur du SPIF en 2018. Pour terminer, Clément Nguyen, vous faites une comparaison entre cette nouvelle, en tout cas c'est moi qui vais vous la faire, cette comparaison, et vous demander ce que vous en pensez. Donc, comparaison entre cette nouvelle ruée vers l'Afrique et le traité de Berlin où les puissances occidentales s'étaient un petit peu attribuées, avaient coupé l'Afrique un peu comme un gâteau en tirant des traits à la règle. Entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, ces luttes d'influence, qu'est-ce qui a changé? Il a changé que le découpage territorial ne sera pas entre sphères isolées l'une sur l'autre. La Chine est partout en Afrique et elle le restera. Aucun pays africain ne serait assez bête pour s'aliéner un acteur envers un autre. Et il n'y aura pas de sphère d'influence prédéfinie. L'Afrique de l'Est est un cas. Le Kenya est très proche de la Chine. Mais sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement, et tout ça, il est aussi diplomatiquement, il est très proche des États-Unis. Donc imposer un choix de partenaire à l'Afrique, ça ne se fera pas. Les pays africains manœuvreront selon l'offre qu'on leur fait. Est-ce que, pour terminer, c'est vraiment bénéfique, cette lutte d'influence, cet apport de la Chine et des États-Unis en Afrique ? Est-ce que c'est pas un petit peu effrayant pour les États africains de voir des grandes puissances prendre des positions sur leur territoire? Est-ce que ça les priverait pas d'une certaine dose de souveraineté? Ça peut être chrysogène lorsque les deux puissances ont décidé de s'affronter par acteurs intermédiaires. Mais ce qui est bien, par exemple, pour l'offre plus il y a de pays qui viennent dans votre antichambre, et plus vous pouvez faire un choix et faire une mise en concurrence. Si on n'a qu'un seul acteur, on est trop dépendant. Et c'est pour ça que si la France offre aux pays africains quelque chose qui ne satisfait pas sur le plan du développement, eh bien on sait qu'il y aura le chinois, l'indien, le turc, le marocain qui attendra dans l'antichambre d'à côté. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment affiner notre stratégie pour l'Afrique subsaharienne. Clément Nguyen, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « Le dragon et l'aigle, lutte d'influence en Afrique subsaharienne ». C'est édité chez Bernard Giovan Angeli. Merci Clément Nguyen d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci à vous.